Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'ambiance qui est résolument positive sur les marchés. Ambiance risk-on, quoique avec des volumes très faibles quand même sur les marchés d'actions en Europe notamment. Mais effectivement, tous les indicateurs du jour sont encore dans le vert avec une progression de 0,5% environ pour les actions européennes à mi-séance. Un CAC 40 qui revient au-delà des 7350 points. Un appétit pour le risque qui a trouvé à nouveau des arguments à travers le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Cette mécanique de désinflation qui se confirme, y compris dans la partie la plus serrée, la partie cœur des services. Nous reviendrons sur ce rapport mensuel sur l'inflation dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet de Pictet Wealth Management. Autre espoir qui porte les marchés, les espoirs de relance en Chine. On voit des chiffres d'exportation et d'importation très négatifs pour le mois passé en Chine qui laissent entendre qu'il y aura des efforts de relance peut-être un peu plus significatifs que jusqu'à présent du côté des autorités fiscales, budgétaires, monétaires en Chine. Et puis on notera toujours côté chinois la fin de la répression contre les grandes plateformes technologiques qui semblent actées désormais par le pouvoir, par Pékin et qui propulsent à nouveau la tech chinoise ce matin. On a vu une belle progression des marchés à Hong Kong, notamment sur la séance du jour. L'ambiance risk-on se matérialise également pour un peu moins d'intérêt pour le dollar qui marque un plus bas depuis 15 mois et l'euro-dollar qui franchit à la hausse le seuil de 1,11. Voilà pour l'ambiance du jour sur les marchés en cette fin de semaine. Les investisseurs suivront le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE en tout début d'après-midi. Et puis, bien sûr, la relève micro qui arrive avec les premiers résultats américains qui seront publiés en début d'après-midi. PepsiCo, notamment dans les produits de consommation de base. Et puis, grande journée demain avec les publications des grandes banques américaines, à commencer par les poids lourds, JP Morgan, Citigroup ou encore Wells Fargo. Mais revenons quand même sur ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis avec une inflation globale qui tombe à 3% sur un an au mois de juin et une mécanique de désinflation qui semble se confirmer dans la partie cœur des services qui reste la partie la plus serrée aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Oui, 24 heures après, je crois qu'on a le droit encore peut-être de se réjouir de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis qui marque quand même une étape importante, 1 an après le pic d'inflation à plus de 9% en juin 2022 et on va dire 2 ans après que l'inflation ait véritablement pris son envol aux États-Unis. Effectivement, il faut toujours se méfier des analyses qui extrapolent peut-être la tendance sur un seul mois. Ça reste des chiffres qui sont globalement volatiles, difficiles à prévoir entre le prix des voitures, des services. Bref, cette volatilité qu'on a connue depuis 2 ans sur l'inflation nous force à l'humilité quelque part, mais néanmoins on peut se réjouir sans crier victoire encore du point de vue de la Banque centrale pour sa cible d'inflation bien sûr. On est à 3% encore sur le headline, l'inflation sous-jacente est plus élevée que ça aux États-Unis, mais c'est justement ce point-là, ce sont les détails qui comptent dans la direction qui nous indiquent aussi peut-être le momentum dans les mois qui viennent, septembre, 4e trimestre, et qui sont plus encourageants. Le super core, comme l'appelle la Fed, c'est vraiment cette mesure de l'inflation la plus domestique qui écarte tout le bruit, qui écarte également les biais liés à l'immobilier, parce que les prix de l'immobilier et des loyers sont retardés, ont un effet retardé sur l'inflation. Bref, si on se concentre vraiment sur le cœur du noyau dur, alors là, c'est très encourageant. On est en fait à 0%, donc un niveau stable de cet indice Supercore sur le mois de juin. Et c'est effectivement à la marge probablement meilleur qu'attendu du point de vue de la Fed. Donc maintenant, on va avoir tout un débat et on va en discuter pas seulement aujourd'hui, mais dans les semaines qui viennent jusqu'en septembre, je pense. La décision de la Fed pour juillet me semble actée. Il y aura hausse de taux malgré tout. On va discuter de niveau d'inflation versus momentum. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'on regarde encore dans le rétroviseur avec ces niveaux d'inflation qui sont encore trop élevés au-dessus de la cible? Ou est-ce qu'on est encouragé et peut-être on revoit un peu les perspectives aussi de politique monétaire parce que la direction, elle s'améliore?
De ce point de vue-là, Frédéric, quel est votre sentiment, votre perception à ce stade, sachant qu'effectivement, le traumatisme pour la Réserve fédérale américaine, c'est le syndrome Arthur Burns. Jérôme Powell l'a souvent évoqué. Est-ce que ça reste un risque pour la Réserve fédérale américaine, partant des niveaux d'inflation ou de désinflation qui ont été atteints en juin aux États-Unis, de voir à un certain stade l'inflation ou la dynamique d'inflation se réveiller à nouveau ? C'est notre principale conviction. Il y a plein de bruit et plein d'incertitudes sur l'inflation. Notre conviction, la mienne en tout cas, c'est vraiment que les banques centrales vont rester déterminées dans cette lutte contre l'inflation, même lorsqu'elles auront finalement atteint leur but. Leur but étant de retourner à 2% à moyen terme, pas aujourd'hui. Donc vraiment, compte tenu du niveau des taux d'intérêt aujourd'hui à 5%, à 5,25% je pense en juillet, est-ce que c'est suffisant pour la Fed pour être confortable, confiante sur le fait que l'inflation retourne à 2%? La réponse est oui, mais elle ne le dira pas. Et vraiment, ça, c'est ce higher for longer, cette persistance de la réponse de politique monétaire me semble être vraiment la conviction principale qu'on peut avoir dans les marchés. Ça a des conséquences importantes pour les taux d'intérêt notamment, qu'on ne voit pas baisser tout de suite, même si on a des bonnes nouvelles sur l'inflation, et en plus sans récession qui plus est, donc c'est un peu le bonus. C'est encore une fois vraiment, peut-être qu'on soit d'accord ou pas avec la Banque centrale, je pense quelque chose qui me semble difficilement discutable, même si les anticipations d'inflation par exemple sont stables, même si on ne croit pas au risque de salaire, de spirale entre les salaires et les prix, peut-être d'une inflation structurellement plus élevée, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est ce qu'elle fera, je pense, jusqu'en septembre. Nous, on ne voit pas de hausse de taux en septembre, mais on voit un ton résolu, déterminé, au quiche de toutes les banques centrales finalement dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive, j'allais dire quasiment sur le front de l'inflation. Dire qu'il y aura quand même ce fameux ratio de sacrifice à un moment qu'il faudra payer. Et quand je dis payer, c'est notamment sur le marché du travail et sur l'emploi, parce que jusqu'à présent, l'inflation a été divisée par 3 en un an, avec un taux de chômage qui se maintient au plus bas, entre 3,5 et 3,7 selon les mois, Frédéric. Est-ce que maintenant, la partie suivante, c'est l'idée d'essayer de calibrer un ratio de sacrifice qui serait acceptable pour tout le monde? Si on pouvait le faire, on le ferait évidemment. On éviterait toute douleur, tout dommage sur l'économie et le marché du travail en particulier. Pour l'instant, on a effectivement cette immaculée désinflation. Tant mieux. On n'a pas besoin de, je pense, resserrer les taux davantage pour la Fed au-delà de la hausse de taux de juillet. Pour obtenir ce résultat qui me semble encourageant. J'espère, quelque part, de ce point de vue-là, que la Fed ne continuera pas, mais que n'aura pas besoin de remonter les taux encore en septembre ou au-delà. Et la question plus théorique de ce ratio de sacrifice, de cette courbe de Phillips qui est derrière, qui finalement nous fait nous tromper dans nos erreurs régulièrement, les économistes, les banquiers centraux, depuis des années. Alors pendant des années, c'était à la baisse, l'inflation ne redémarrait pas suffisamment vite. Maintenant, on se demande si elle peut ralentir sans avoir une hausse du taux de chômage. Voilà, ce qui compte, ce sont les données. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va devoir, encore une fois, infliger à l'économie. Et malheureusement, il est probable qu'au Royaume-Uni, en Europe, la situation soit un peu différente. Aux États-Unis, tant mieux. Tant mieux si la Fed peut se contenter de cette dernière hausse de taux en juillet. En tout cas, c'est notre scénario. Et ensuite, espérer piloter de manière plus fine cet réglage de politique monétaire pour éviter effectivement que sur l'économie réelle, ensuite, ce qui pourrait quand même arriver avec retard. Il y a un retard et des délais dans la transmission de la politique monétaire. Donc ça peut encore moins bien se passer, mais éviter que ce soit plus grave que ça et limiter la casse quelque part. C'est intéressant le point que vous faites, Frédéric. Ce qu'on observe de la mécanique de désinflation aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le pic de juin 2022, je le rappelle, pour l'inflation globale, il faut se garder de le transposer trop directement à l'Europe, la zone euro ou encore pire, peut-être même le Royaume-Uni. Il faut accepter là qu'il y ait des situations qui sont en train de diverger à ce stade, Frédéric ? Oui, elles divergent. Alors, en termes de niveau de taux d'intérêt, on n'est pas sur des divergences historiques. Que le Royaume-Uni soit au-dessus des États-Unis, c'est finalement historiquement plutôt la norme. Que la BCE soit en dessous, c'est également la norme, mais on se rapproche peut-être de 4% en septembre sur le taux directeur. C'est quand même déjà relativement élevé. Moi, je pense que c'est un point aussi qui ressort de Sintra et dans les données de plus en plus évident. La transmission de la politique monétaire en Europe fonctionne probablement mieux, plus vite. C'est une économie qui est plus désintermédiée, qui repose plus sur le crédit bancaire notamment. Quand vous montez les taux d'intérêt, que ce soit sur l'immobilier ou les banques, les taux auxquels vous faites face avec votre banque augmentent plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis. C'est un élément de réponse et donc probablement que la BCE n'aura pas besoin d'en faire beaucoup plus. Mais
face à ça, il y a quand même aussi d'autres différences, effectivement, que le marché du travail est très tendu en Europe. La situation tient bien malgré tout. L'inflation est un peu en retard, entre guillemets. Il y a un côté sticky, peut-être un peu plus important, y compris sur les salaires. On est dans une phase du cycle différente. Et voilà, je ne serais pas étonné que la BCE remonte les taux, non seulement en juillet, mais encore peut-être une dernière fois en septembre, avec cette volonté aussi de s'assurer, finalement. Vous avez cité Arthur Burns, on n'a pas d'exemple en Europe, mais Lagarde n'a pas envie de, à nouveau, rester dans les annales comme celle qui aura fait éventuellement une erreur de politique monétaire. C'est clairement, à mon avis, cette idée de vraiment sécuriser ce retour de l'inflation à 2%, avec toutes ces différences que j'ai mentionnées rapidement, qui peuvent permettre à la BCE encore un dernier petit tour de vis en septembre. Petite parenthèse d'ailleurs autour de la boîte à outils de la Banque Centrale Européenne. Il y a beaucoup d'instruments sur la table, ce qui rend d'ailleurs la lecture de la politique monétaire parfois un peu complexe. Il y a eu cette marche à la baisse sur le bilan qui a été liée au remboursement TLTRO de fin juin, donc les opérations de liquidité à très bon marché qui ont été offertes aux banques par la BCE pendant des années. On a eu quasiment 500 milliards de repaiements de ces TLTRO. C'était le chiffre anticipé par le marché, mais quelques jours, quelques semaines après, est-ce qu'il y a des dommages, des dégâts particuliers à signaler de ce phénomène qui a été là aussi historique dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne? Écoutez, à part un ou deux trésoriers, je caricature, dans des banques françaises, italiennes surtout, et probablement quelques personnes dans la salle de trading de la BCE, personne n'y prête attention. Et c'est un énorme succès, c'est incroyable d'avoir été capable d'opérer la fin du quantitative easing, l'accélération même du quantitative tightening, la fin des TLTRO, et j'étais le premier à être inquiet sur la fin de ces outils qui ont énormément aidé l'économie et les PME, sans heurts, sans volatilité, sans problème majeur dans les marchés très techniques du repo et des marchés monétaires européens qui sont très importants. Encore une fois, à part vraiment quelques cas isolés, c'est un grand succès. Et ça met là aussi la BCE dans une position confortable, parce que vous pouvez toujours dire aux faucons, vous pouvez toujours dire aux critiques que non seulement vous avez monté les taux d'intérêt comme jamais dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne, aussi rapidement, et qu'en plus votre bilan se réduit plus rapidement. Pour le moment en tout cas, que celui de la Fed, sans les problèmes que la Fed aux États-Unis rencontre dans sa gestion des petites banques, des grandes banques, des money market funds, de toute cette plomberie qui fonctionne probablement, peut-être pas plus mal, mais en tout cas qui est plus compliquée à gérer et à piloter pour la Fed aux États-Unis. La BCE, de ce point de vue-là, est dans une situation très favorable. Des marchés, comment vous regardez la situation à mi-parcours de cette année 2023 avec un premier semestre qui a été marqué quand même, il faut le dire, par des performances pour les actifs risqués, pour les marchés actions qui ont été peut-être surprenants pour certains, en tout cas impressionnants. On a des performances à 2 chiffres pour les indices actions des pays développés, alors avec certes un phénomène de concentration très important. Quels vont être dans une allocation globale, selon vous, Frédéric, les moteurs de performance, les actifs qui vont pouvoir encore délivrer de la performance au cours des prochains mois? Pour les actions, vous l'avez dit, on rentre dans la saison de résultats. On n'arrête pas de répéter que la prochaine va être la plus importante à chaque fois, donc il ne faut pas trop en faire non plus. Mais il y a quand même à mi-parcours et à mi-année, à mon avis, un tri qui va s'opérer entre les entreprises qui sont vraiment capables de délivrer sur la guidance qu'elles ont donnée pour l'ensemble de l'année, celles qui seront peut-être amenées à faire des warnings ou à revoir un peu cette guidance. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de discrimination. Il peut y avoir aussi une euphorie, entre guillemets, enfin en tout cas un sentiment positif qui perdure suite à ce ralentissement de l'inflation, peut-être la baisse des taux d'intérêt qui peut aider, la baisse du dollar pour certaines entreprises dont les revenus sont plus diversifiés à l'international, et la tech bien sûr, qui peut quand même continuer de délivrer de bons résultats. Tout ça est tout à fait envisageable à court terme. Le positionnement me semble un peu plus équilibré, donc on peut avoir un peu d'upside peut-être pendant l'été, c'est possible. Derrière, c'est quand même difficile, je pense, encore une fois pour les actions en tout cas, de vraiment voir si vous voulez, un boost supplémentaire sur les profits. Au contraire, je pense qu'ils peuvent se tasser. L'économie ralentit en Europe, aux États-Unis. On s'attend à ce que ça se détériore encore un petit peu, au moins, même si on n'est pas dans une récession majeure. Et ça, d'un point de vue fondamental, j'allais dire vraiment de perspective de profit et de croissance des entreprises, c'est probablement moins favorable pour la seconde partie d'année. Donc on peut réfléchir à regarder encore le Japon, regarder des perspectives, même au Royaume-Uni, où l'économie va pas très bien, mais les entreprises, le marché n'est pas l'économie au Royaume-Uni, et on peut voir des opportunités. Et puis toujours le crédit, y compris sur des maturités plutôt courtes, parce qu'avec une bonne qualité, des bonnes entreprises qui sont en bonne santé, vous obtenez un rendement de 5, 6, 7%, qui est quand même
très attractif dans le contexte actuel. Ne nous privons pas des revenus fixes, effectivement, hein, c'est quand même le grand enseignement de cette année 2023. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, qui était avec nous en visioconférence. Franklin Pichard est avec nous en plateau pour poursuivre cette discussion sur le plan des marchés, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, même question qu'à Frédéric. Comment est-ce que vous évaluez la situation de marché de la bourse européenne, de la bourse parisienne, notamment à mi-parcours de cette année 2023 ? Il y a l'enthousiasme du moment lié à la désinflation américaine, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on voit quand même d'une semaine à l'autre un marché en Europe désormais un peu en dents de scie finalement, Franklin. Ah oui, tout à fait. On a eu ces semaines à plus 3 et quelques pourcents et suivi immédiatement de semaines à moins 4%. Là, on va à nouveau vraisemblablement finir sur une semaine à plus de 3%, puisqu'à part la séance de lundi, après, non, même lundi, on était reparti. Ouais, c'était reparti. Ouais. Donc, effectivement... on avance en recul, finalement, on ne fait plus grand-chose, quoi. Oui, mais d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est intéressant, parce que ça ne date pas que de ces derniers jours. Si on regarde le CAC au début de l'année, le 2 janvier, on était à 6600. On était à 7082 points le 31 janvier. On était à 7082 pendant la séance d'hier. Si on regarde sur le T2, on était à 7341 le 31 mars. 31 mars. On l'a refait hier, en séance aussi. On a pu faire des choses. Alors, le 7082, c'était pas hier, c'était lundi, quand on était bas. Mais donc, sur 6 mois, pardon, on n'a pas bougé. Alors, on a su, effectivement, voir au mois d'avril, le CAC repasser à 7582, bien sûr, et puis ensuite, avec la crise bancaire, rebaisser violemment. Mais donc, cette succession de hausses et de baisses, ces rotations sectorielles, des titres qui ont fortement baissé, puis qui se sont repris, finalement, ça a été une année, un semestre très, très, très compliqué, où il y a eu, effectivement, cette exagération un peu presque caricaturale à laquelle on assiste depuis quelques semaines, où un jour on vous parle de rotation sectorielle, il faut être à fond sur les défensives, avec le rapport ADP la semaine dernière, et puis dès le vendredi, non, il fallait repasser sur des valeurs de croissance et remonter les portefeuilles. Dans ces mouvements, la gymnastique qu'on a eue, c'est certainement, et j'ai eu l'occasion de le dire suffisamment ici, on avait fait beaucoup de cash. On se dit, oui, on a l'air d'être en train d'éviter le pire. Ça a été très bien dit par Frédéric. Éviter peut-être une récession, finalement, des banquiers centraux, qui d'ailleurs ne manquent pas de nous le rappeler, qui finalement nous disent, vous voyez bien, on a réussi à remonter les taux et puis ne pas faire atterrir l'économie. Alors qu'on voyait, le pire était certain même à un moment. Aujourd'hui, ça semble être un petit peu écarté. Et puis, on va avoir un double effet qui se coule, peut-être. Le premier, ça va être les publications. On verra dans quel sens. Et puis, il va y avoir de plus en plus annoncé le plan de relance chinois. Et on le voit que ce plan de relance chinois, il a 2 effets positifs sur les marchés. Les valeurs du luxe qui viennent de rebondir sur leur correction. Mais on voit encore une Kering qui vaut autour de 500 €, qui a valu 600. Sur LVMH, un peu différent. On n'est qu'à 20 points, à 20 € des plus hauts, tout comme L'Oréal. Mais donc, on peut repartir sur une vraie dynamique grâce à ce plan de relance et peut-être cette ouverture chinoise. Donc, on n'arrive pas à être négatif dans l'environnement actuel et du coup, on repondère un petit peu certains portefeuilles, à la fois sur des valeurs américaines et sur des valeurs européennes. Qu'est-ce qu'on fait avec les thématiques qui ont été les plus en retard, par exemple, au cours du premier semestre ? Alors, c'est des thématiques qui ont été évidemment stratosphériques l'an dernier, même en 2021. Pétrole, gaz, les ressources de base, les matériaux, etc. On voit bien que la dynamique a un peu calé quand même après, encore une fois, une paire d'années exceptionnelles pour ce secteur boursier ou ces secteurs boursiers. Est-ce qu'il est temps de s'y réintéresser ? Plan de relance en Chine, souvent,
ça va avec l'idée que, tiens, on retrouve peut-être un peu de momentum cyclique. Ça va avec, effectivement, comme on vient de parler du luxe qui pourra profiter de ce mouvement en Chine, les pétrolières qui avaient été fortement délaissées. Quand vous regardez Total il y a 2 jours, elle faisait moins 12% depuis le début de l'année. On est toujours autour de moins 10%. On était à tomber autour de 50. On venait de 60 €. On est entre 52 et 53 €. On a cet éternel dividende absolument fabuleux sur Total. Donc, ceux qui n'avaient pas de pétrolière, qui peuvent être sous-pondérés en pétrolière, qui ont raté la reprise, on a repris 300 points en 4 jours, eh bien, il y a encore effectivement un potentiel, et sans se disperser, revenir sur du Total Énergie à 52-53, je pense que pour traverser l'été, on aura ce rebond à un moment ou à un autre, et cet effet d'annonce en Chine, et on l'a vu, le Brent part à la hausse. C'est $80 sur Brent, ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu ça. Après le Brent, on peut, nous, derrière, en tant qu'investisseurs, revenir sur le secteur pétrolier. Qu'est-ce que vont nous apprendre les résultats des entreprises qui vont commencer là dans les prochaines heures, les prochains jours, et qui vont se référer au deuxième trimestre? Comme le disait Frédéric, chaque trimestre, on nous dit que ça va être le trimestre où les marges vont baisser. Aux États-Unis, je crois que le consensus attend une baisse des profits au global pour l'ensemble des acteurs du S&P 500 de l'ordre de 7%, ce qui en fait peut-être le trimestre le plus faible depuis les trimestres pandémiques de 2020, pour dire les choses. Alors, le fameux trimestre le plus faible qu'on attend depuis 1 an et demi quasiment maintenant. Alors, là aussi, Frédéric l'a très très bien expliqué. Il a dit, c'est plutôt le discours qui va accompagner ces publications. Est-ce qu'on maintient nos objectifs pour l'année 2023, les guidance, ou est-ce qu'on révise, est-ce qu'on fait un warning et autres? Donc là, ça va être l'exercice le plus compliqué, le plus difficile en amont, c'est de savoir lesquels accompagneront la publication d'un discours plus ou moins prudent ou au contraire très optimiste. Ça va être intéressant, mais est-ce qu'on ne va pas, là encore, être très vite, si on a le plan de relance en Chine, rebasculer sur une logique de macro, de flux, un peu déconnecté de la micro. Mais au-delà de ça, moi j'entends des gérants de fonds qui disent, même si les publications du T2 sont les fameuses moins bonnes attendues depuis longtemps, on va peut-être les enjamber et on va déjà regarder sur le T3, T4 et 2024. Et ceux qui vous disent ça sont plutôt très optimistes et considèrent qu'effectivement, à la faveur de cette réduction d'inflation et cette dynamique qui reste toujours présente économique, eh bien, peut-être faut-il mettre entre parenthèses le T2 si jamais il venait à décevoir, mais tout de suite dans le coup d'après sur un redémarrage lié à la Chine et peut-être pas, pourquoi pas, à d'autres mesures favorables en Europe et aux États-Unis. Ça va être intéressant parce que par rapport à d'autres saisons de publication ces derniers trimestres, là, le marché aborde la séquence au plus haut. Enfin, les marchés américains sont au plus haut depuis 15 mois, là, pour le S&P et le Nasdaq. On a souvent décrit avec vous la dynamique que les périodes de résultats pouvaient donner au marché, la dynamique positive. Mais, exemple, l'été dernier, on avait abordé la saison au mois de juin, on marquait un point bas quand même sur les marchés, avant une envolée spectaculaire tout au long du mois de juillet et une bonne partie du mois d'août. Mais on partait d'un marché qui était en train de faire un creux d'une certaine manière. Là, on est plutôt au top. Le point bas avait été le 29 septembre, mais depuis le 29 septembre, à part un palier la deuxième quinzaine de décembre, on était reparti avec des corrections plus ou moins diverses, mais c'est vrai qu'à chaque fois, toute l'année 2022 et pour le moment 2023 a été sauvée et portée quand même jusqu'à des nouvelles plutôt macro qui ont relayé les hausses de marché. Qu'est-ce qu'on fait avec les 7 magnifiques ou les 7 fantastiques? Donc, ce groupe de valeurs qui porte la performance des indices américains, notamment du Nasdaq. Il y a près de 40% de hausse du Nasdaq depuis le 1er janvier pour le Nasdaq 100. Et une partie majoritaire de cette performance est liée à cette valeurs, les GAFAM, plus Tesla et Nvidia. Oui, c'est ça. Alors demain, on a eu cette annonce, on aura la recomposition des indices qui sera véritablement effective que le 24 juillet. Alors,
c'est le rééquilibrage spécial, ça s'appelle. Ça s'est pas produit des milliers de fois, ça s'est produit en 98 et en 2011. On va pas se lancer dans la technique, c'est une question de pondération par rapport aux principales valeurs qui progressent. Mais pour fixer les idées, si on regarde les fameux 7 fantastiques dont on vient de parler, Alphabet a pris 34% depuis le début de l'année, Amazon a pris 40%, Apple a pris 46%, Amazon, c'était Microsoft à 40%, Amazon a pris 55% et puis Meta a pris 157%. Et c'était les fameuses GAFAM, elles sont devenues 2 de plus aujourd'hui. Tesla et Nvidia. Tesla a pris 120% et Nvidia, hier, a passé la barre des 200% de performance depuis le début de l'année. Donc, il est clair que quand vous retraitez aussi bien le SP500 que le Nasdaq de ces 7 valeurs-là, le SP500 serait négatif et le Nasdaq également. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu cela. Pour répondre à votre question, certains ont dit qu'il faut vite s'empresser de vendre ces valeurs-là, puisque les fonds indiciels et autres pondérations vont devoir s'aligner sur la pondération qui sera connue demain. Et l'effet d'annonce a créé une baisse de ces titres-là. Et puis, dès le lendemain, vous voyez ces titres qui repartent quand même. Il y a déjà une première chose, c'est que les particuliers, eux, qui ne sont pas contraints par ces pondérations, sont très attachés à ces valeurs. Une Apple qui a 3 milliards de capitalisation, ils n'ont pas envie de vendre ces titres-là à visibilité forte, et puis qui pour le moment n'a pas déçu. Donc finalement, au début, le premier réflexe des marchés, ça a été de dire oh là là, on va vendre parce qu'on va subir les dégagements des grands fonds indiciels. Et puis immédiatement derrière, vous avez toute une frange de particuliers et d'investisseurs classiques institutionnels qui disent non, non, on s'adaptera, mais ça ne les empêchera pas de poursuivre et de caracoler. Bon, on verra. C'est vrai que beaucoup de ces valeurs avaient dépassé des poids de plus de 10% dans un indice comme le Nasdaq 100, et donc l'idée est de les ramener sous cette barre des 10%. Autour de 4-8. Voilà, c'est ça, pour l'ensemble du groupe. Merci beaucoup, Franklin. Et donc, effectivement, ce rebalancement spécial du Nasdaq 100 qui sera annoncé demain, le 14 juillet. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui était avec nous pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.